Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui parle d'un fait divers. Nous allons parler de la tuerie de Louvancienne. Mais d'abord, je sais que c'est un peu embêtant, mais je suis obligée de le faire. On va parler d'une histoire de meurtre. Donc si vous êtes une personne assez jeune ou une personne qui est sensible à ce genre de choses, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais voilà, il y aura aussi donc quelques détails parce que j'ai fait pas mal de recherches. Cette vidéo risque d'être assez longue comparée à la dernière fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui était aussi un fait divers sur les rescapés de Cleveland, je vous invite à aller la voir. Mais là, donc la vidéo aura beaucoup plus de détails. Il y aura même des photos. Alors des photos pas trop choquantes, je vous rassure, mais quand même il y aura des photos du vrai endroit où ça s'est passé. Du coup, je vous invite vraiment à ne pas regarder si ça vous touche vraiment. Cette vidéo est donc le résultat de recherches que j'ai fait. D'ailleurs, je me suis aidée de deux documentaires, donc je vous donnerai les noms dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et mon père m'a beaucoup aidé, il a fait pas mal de recherches pour moi. D'ailleurs, s'il passe sur cette vidéo, je le remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je sais que l'intro est un peu longue, donc je vais me faire taper sur les doigts. C'est pour ça que c'est parti. La tuerie de Louvancienne a été faite la nuit du 26 au 27 février 1995, proche des Yvelines, à 15 km de Paris. Les faits sont qu'un jeune homme nommé Alexis, né le 1er avril 1978, qui avait donc 16 ans, presque 17 ans à l'heure des faits, a été accusé d'avoir tué 6 personnes, dont 4 qui faisaient partie de sa famille. Alors je vais tout simplement vous exposer les faits et je vous laisserai vous faire votre propre avis. Parce que pendant toute l'enquête, on s'est demandé si Alexis était coupable ou s'il était victime d'une machination de la mafia russe. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, mais en attendant, je vous laisse vous faire votre propre avis. Tout commence quand, de la nuit du 26 au 27 février, à 3h du matin, Alexis appelle les gendarmes. Il leur dit « Ils ont tué tout le monde chez moi ». Les policiers réagissent très vite et viennent donc à Louvancienne, qui est un lieu assez cossu, assez petit au milieu de la forêt. À 3h10 du matin, 3 agents débarquent. Dès qu'ils arrivent, ils se rendent compte que la maison est plongée dans le noir, sauf l'entrée qui est allumée. Les gendarmes demandent à Alexis, qui a donc 16 ans, au moment des faits, je le rappelle, de rester sur le perron, car à ce moment-là, pour eux, c'est juste une victime, un rescapé de cette tuerie. Dès qu'ils arrivent, ils voient directement dans la villa, parce que c'est là qu'habitait Alexis avec son père et sa belle-mère, des trous dans les vitres, des impacts de balles. Ensuite, en regardant de plus près avec leur lampe de torche, ils voient plusieurs corps allongés par terre. Là, ils décident d'entrer. Et ce qu'ils remarquent directement, c'est qu'il y a énormément de sang sur la scène de crime. Car là, ils se rendent compte que c'est bel et bien une scène de crime, car ils voient plusieurs corps. Le premier qu'ils voient dans le couloir, c'est un homme, le pantalon baissé sur ses chevilles, avec un gros trou derrière la nuque. Il a du sang à côté de lui, il y a du sang partout sur les murs. Sur le parquet, il y a aussi énormément de sang. Il remarque que les victimes baignent littéralement dans leur sang. Donc, il décide d'explorer un petit peu plus la maison. Il découvre que sur le sol, il y a beaucoup d'armes. En effet, le père d'Alexis était adepte des armes. Il était chasseur, donc il y en avait beaucoup à la maison. Mais là, elles étaient par terre. Il y en avait 4 exactement par terre. Ça serait celles qui auraient servi pour le crime. En continuant d'explorer de la maison, dans le salon, il découvre le corps d'une dame âgée sur le sol, couchée sur le ventre, avec un trou dans la tête. Ils sont au rez-de-chaussée. Il découvre une autre victime, une femme plus jeune, avec un trou dans le nez. C'est donc la 3e victime. Il découvre la 4e victime entre la table et le canapé. Ensuite, il décide de monter à l'étage, et dans une chambre au pied d'un lit, il trouve un vieil homme qui a reçu une balle dans la poitrine
Et enfin, en redescendant, il trouve derrière le canapé caché une femme qui est morte. Une autre femme. Ça fait en tout 6 cadavres. En observant la maison, les policiers se rendent compte qu'il y a beaucoup de désordre dans la maison. Et enfin, en continuant leur recherche, ils découvrent une petite fille endormie dans son lit. Il s'agit de Nathalie, la sœur d'Alexis, qui a été épargnée et qui était encore donc dans son lit. C'est la seule rescapée de cette tuerie. Quand les policiers découvrent tous les corps, ils décident d'aller chercher Alexis et lui demandent d'identifier les corps. Alexis explique que le premier cadavre dans le couloir n'est nul autre que son père. La femme un peu plus jeune découverte derrière le canapé est sa belle-mère. La femme plus âgée est la mère de sa belle-mère, donc sa grand-mère, et l'homme plus âgé est donc le père de sa belle-mère, son grand-père. Les 2 autres cadavres sont des amis de la famille qui étaient en visite à la maison à ce moment-là. Toute la famille est russe, les 6 personnes sont russes, tout comme Alexis. Donc ils viennent de Russie et se sont installés en France. Les policiers demandent à Alexis comment est-ce qu'il a découvert les corps. Et là, Alexis explique qu'il était parti depuis le début de soirée en boîte de nuit. Et donc il est rentré aux alentours de 3h du matin. Et quand il est entré, il a découvert les 6 cadavres et il a décidé d'appeler la police. La police pense directement à un cambriolage. Sauf ce qui est bizarre, c'est que les bijoux de la belle-mère d'Alexis n'ont pas été volés. Pourtant, c'est des bijoux d'une assez grande valeur. Le père d'Alexis est très riche, c'est un nouveau riche. C'est-à-dire que c'est un homme qui a connu sa fortune après la chute de l'URSS. Mais absolument rien n'a été volé. Il trouve ça bizarre. Un des policiers décide donc d'inspecter un petit peu plus la scène de crime et découvre une attache de montre. Alors vous savez, c'est les espèces d'attaches qui permettent de faire en sorte que le bracelet de la montre ne pende pas. Donc ça serait là que le tueur donc aurait perdu sa montre en essayant d'enfoncer la porte derrière laquelle se trouve le grand-père. Le policier demande alors l'heure à Alexis, qui regarde immédiatement son poignet, sauf que il n'a pas de montre, alors il sort la montre de sa poche et le bracelet pend parce qu'il manque une attache à la montre d'Alexis. Les policiers trouvent ça très suspect. En plus, ils regardent les montres des cadavres qui ont tous leurs montres intactes. Donc Alexis est emmené en garde à vue car il devient immédiatement un suspect pour les policiers. Alexis est donc emmené au poste de police. Les policiers qui l'interrogent ne savent absolument rien des soupçons de leurs collègues. Ils interrogent Alexis en tant que rescapé d'une tuerie, sauf qu'ils se rendent compte très rapidement que Alexis a des déclarations très confuses, il n'est pas du tout précis, les éléments qu'il apporte sont vraiment bizarres. Du coup, peut-être que Alexis a subi un peu de pression de la part des policiers, car Alexis avoue très vite être l'auteur des meurtres. Donc les policiers qui l'interrogent sont très surpris car ils ne s'attendaient pas du tout à un aveu. Donc ils décident d'utiliser un tampon spécialisé et donc ils découvrent, en le passant sur les mains d'Alexis, que le jeune homme a des résidus de poudre sur ses mains. Ce qui est donc très suspect et qui fait de lui un coupable idéal. Il demande donc à Alexis ce qu'il a fait après avoir tué. Il explique avoir pris 3000 francs dans la poche de son père, d'avoir pris la voiture de sa belle-mère et d'avoir roulé jusqu'à Paris pour faire le tour des bars, pour payer une prostituée, puis il est rentré chez lui et a appelé la police. Alexis, suite à ces révélations et au fait qu'on a retrouvé des traces de poudre sur ses mains, est mis en examen et envoyé en prison. Ce qui fait évidemment la une de la presse, parce que cela intrigue beaucoup. Pourquoi est-ce qu'un jeune homme, un adolescent de tout juste 16 ans, aurait tué son père, sa belle-mère, ses grands-parents, ainsi que des amis de la famille? Pourquoi un tel massacre pour un jeune homme si jeune? C'est alors que les policiers ont un petit peu creusé l'enfance et la famille d'Alexis pour voir ce qui cloche, ce qui aurait pu donner un mobile à Alexis. Et donc je vais vous résumer ce qu'ils ont trouvé.
Donc les parents d'Alexis étaient divorcés. Avant, ils vivaient en Russie. C'est là qu'est né Alexis. Le père d'Alexis est parti ensuite vivre en France avec sa nouvelle femme, donc la belle-mère. Et à 13 ans, Alexis a décidé de vivre avec son père. Au moment des faits, ça fait 3 ans qu'il vit avec son père. Il est au lycée en première S, il a beaucoup d'amis, il joue au rugby et il est pensionnaire dans ce lycée. Sauf que tout bascule à la rentrée de 1994 parce que Alexis ne supporte plus d'être pensionnaire. Alors son père lui loue un studio et lui donne 10 000 francs par mois comme argent de poche. Donc Alexis change beaucoup de comportement, il se fait des amis russes qui sont riches, comme lui, il change totalement de fréquentation. Il tombe même amoureux d'une jeune fille de 23 ans que son père n'aime pas beaucoup, car Alexis dépense beaucoup d'argent pour l'impressionner. Alexis fait une grosse fête pour fêter ses 16 ans, et son père débarque, complètement saoul, et fait un scandale devant tous ses amis. Il l'humilie publiquement, ce qui a déjà déclenché une grosse dispute. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre que la vie d'Alexis n'est pas si parfaite qu'on pourrait le croire au premier abord. Il y a aussi le fait que la famille voulait faire les fêtes de Noël en Russie, mais Alexis ne voulait pas rester loin de sa copine. Du coup, il a décidé de fuguer. Il est rentré en France tout seul, ce qui a mis son père très en colère. Surtout que, comme je vous l'ai dit, Alexis changeait de comportement vraiment fréquemment. Par exemple, il avait eu de très mauvaises notes ces derniers temps. Il séchait les cours de sport, de rugby. Donc ici, on peut observer que père et fils ne s'entendaient plus du tout. La veille du drame, le père d'Alexis l'aurait obligé à se mettre nu pour voir s'il a des piqûres sur le corps et donc pour voir s'il se drogue. Et ensuite, il l'aurait frappé à coups de ceinture et lui aurait interdit de revoir à jamais sa copine. Alexis a donc déclaré aux enquêteurs avoir tué son père pour mettre fin à des douleurs physiques et morales. Il a également expliqué que le matin, il avait tiré une balle dans le sol avec une carabine et qu'il a trouvé ça apaisant et calmant. Alexis explique également qu'avant qu'il aille se coucher, son père l'a menacé, lui a dit que ce n'était que le début des souffrances et qu'il allait lui faire vivre encore pire. Ce serait donc pour cela qu'Alexis aurait décidé de tuer son père, parce qu'il n'acceptait plus le fait qu'il l'humilie en public devant ses amis, qu'il l'humilie devant sa famille, qu'il lui interdise de voir sa petite amie auquel il tenait beaucoup, et donc le père d'Alexis a, selon Alexis, commencé à devenir assez violent envers lui. Donc ça serait pour échapper à ses souffrances qu'il aurait décidé de tuer son père et que les autres victimes, c'est-à-dire sa belle-mère, ses grands-parents et le couple d'amis présents, seraient des victimes collatérales. Ici, on peut donc dire que l'enquête semble facile, que les enquêteurs ont maintenant un mobile, qu'ils ont des preuves, c'est-à-dire les aveux d'Alexis ainsi que la poudre qui a été retrouvée sur ses mains. Sauf que l'affaire va finir par se complexifier 1 mois plus tard. La mère d'Alexis, qui habitait en Russie, se déplace jusqu'en France pour voir son fils plusieurs fois en prison. Suite à cela, elle va voir les enquêteurs et leur annonce qu'Alexis lui a dit qu'il avait menti depuis le début, car il avait été obligé d'avouer. La mère d'Alexis soutient que son fils n'est pas capable de faire de telles atrocités et que la mafia russe l'a obligé à se dénoncer. Elle explique l'alibi et l'histoire de son fils. Selon Alexis, le soir du meurtre, un homme en noir est entré par effraction chez lui et a tué tout le monde. Il cherchait un dossier en rouge, un dossier spécial appartenant à son père, tandis qu'un autre homme cagoulé restait dehors. Quand ils ont fini de tuer tout le monde, ils sont allés menacer Alexis en lui disant qu'il lui laissait la vie sauve si Alexis se dénonçait et disait que c'était lui qui les avait tous tués et que sinon il fera en sorte que le reste de sa famille meure, c'est-à-dire sa petite sœur
et sa mère, et donc ça serait pour ça qu'il aurait avoué dès le premier soir aux enquêteurs, mais qu'en réalité, il est innocent. Cette histoire alimente beaucoup les clichés de l'époque, parce que donc, comme je vous l'ai dit, la famille d'Alexis lui-même était russe. Le père d'Alexis était un nouveau riche, c'est-à-dire qu'il avait bâti sa richesse en très peu de temps. Il y avait beaucoup de rumeurs et beaucoup de craintes par rapport à la mafia russe, et donc Alexis se serait donc servi de ça pour dire que, en fait, se serait servi des rumeurs de mafia russe pour dire qu'il est innocent. Quand Alexis fait ses déclarations, les premiers surpris sont les avocats d'Alexis. Il lui demande s'il a des preuves et Alexis explique qu'il ne peut pas avoir de preuves de ce qu'il avance. Donc ses avocats lui conseillent de ne pas changer sa version des faits, sauf que la mère d'Alexis insiste, elle dit qu'Alexis n'est pas coupable et elle alerte la presse. Alexis raconte son histoire à la juge de Versailles. La presse s'empare de l'histoire et ça fait encore plus parler de l'affaire parce que, comme je vous ai dit, les histoires de mafia russe étaient très célèbres à l'époque. C'était une rumeur très courante. Les enquêteurs décident donc de creuser un petit peu cette piste, donc je vais vous expliquer ce qu'ils avaient. Le père d'Alexis avait une exploitation forestière qui était florissante, il gagnait pas mal d'argent avec cette exploitation. Ils ont interrogé la comptable du père d'Alexis qui a raconté qu'il était tendu, inquiet et qu'il parlait même de quitter la France, et 48 heures plus tard, il meurt. C'est pour cela que les enquêteurs ont pensé que la théorie de la mafia russe était possible, car c'était quand même bizarre que le père d'Alexis se sente traqué par la mafia russe ou traqué par quelque chose, au point qu'il veuille quitter la France, et que 48 heures plus tard, il meurt dans des circonstances assez mystérieuses. C'est pour cela que 2 mois plus tard, le temps d'avoir un mandat, les enquêteurs vont à Moscou pendant 2 semaines pour essayer de trouver des preuves, sauf qu'ils rentrent bredouilles. Il y a une autre chose qui appuie le fait de la théorie de la mafia. C'est le frère du père d'Alexis, donc l'oncle d'Alexis qui s'appelait Dimitri, qui a repris l'affaire, l'exploitation forestière de son frère une fois qu'il était mort. Il a été exécuté suite à cela. On a donc la piste du règlement de compte avec la mafia qui est prise en compte par les enquêteurs, car en effet un ancien associé du père d'Alexis qui faisait partie du KGB, c'est-à-dire de la police russe, aurait commandité les meurtres. Alors pour Alexis ainsi que ses avocats, la défense est que donc les affaires du père d'Alexis étant très florissantes et très enrichissantes, la mafia russe lui en voudrait et donc l'aurait tué pour avoir son affaire. C'est donc pour cela que l'oncle d'Alexis se serait fait tuer peu de temps après qu'il ait repris l'affaire. Sauf que la piste de la mafia russe va s'arrêter ici, car en 1997, la juge en charge de l'affaire trouve que cette piste traîne trop, car en effet, la loi dit que quand c'est une affaire pour mineurs, ce qui compte c'est que quand Alexis a été accusé, il était mineur, donc là à l'époque il a 18 ans, et donc quand c'est une affaire pour mineurs, si l'enquête dure plus de 2 ans, la personne qui est accusée doit être relâchée. Donc la juge trouve qu'elle a assez de preuves contre Alexis, c'est-à-dire ses aveux dans un premier temps, ensuite le fait qu'on ait retrouvé sur ses mains des traces de poudre. Donc elle décide d'envoyer Alexis devant la cour d'assises des mineurs, car elle a peur que si on laisse Alexis partir de prison, il ne s'échappe en Russie. 3 ans après, donc 3 ans après les faits, donc à ce moment-là, Alexis a 19 ans. Alexis est jugé par la cour d'assises à huis clos, car comme il était mineur au moment des faits, il n'y avait
Donc c'était forcément en huis clos, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait personne que les proches d'Alexis. Donc je vais avoir un peu de mal à vous expliquer l'affaire en détail, mais j'ai quand même quelques éléments sur son procès. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alexis a été jugé le 4 mars 1998. Alexis ressemble encore à un enfant, même s'il a 19 ans, il a encore une bouille d'enfant. C'est pour cela que les jurés ont du mal à imaginer qu'il ait pu faire un tel acte. La mère d'Alexis décide de lui prendre comme avocat Maître Leclerc, qui était un avocat très compétent et qui militait pour les droits de l'homme. Donc on peut penser que si un avocat qui milite pour les droits de l'homme représente Alexis, ça veut dire qu'il représente quelqu'un qu'il pense innocent et donc il ne représente pas quelqu'un de coupable, ce qui va forcément jouer en sa faveur. Pour la défense, donc pour les avocats d'Alexis, la piste russe a été vraiment assez peu exploitée. Ils disent également que ce n'est pas possible que Alexis, à 16 ans, ait tué en seulement quelques minutes 6 adultes et que toutes les balles atteignent leur cible et que tous les tirs soient mortels. Ce n'est pas possible que Alexis, du haut de ses 16 ans, fasse des tirs mortels. Enfin, que tous ces tirs soient mortels. Sauf que il y a également des failles dans l'histoire d'Alexis avec les hommes en noir, parce qu'on se demande donc pourquoi est-ce que l'homme en noir, la mafia, pourquoi est-ce que la mafia aurait décidé de laisser la petite fille, donc la sœur d'Alexis vivante, pourquoi est-ce qu'elle aussi n'a pas été tuée? C'est pour cela que durant 8 jours, les experts vont se succéder et vont se contredire. Donc le procès va durer 8 jours et suite à cela, l'avocat général demande 18 à 20 ans de prison, qui est la peine maximale pour un mineur pour un meurtre, tandis que la défense, donc c'est-à-dire les avocats d'Alexis, demandent un acquittement. Sur cette affaire, on a vraiment du mal à se faire une idée. Je sais pas si vous arrivez à vous faire une idée. Mais c'est vrai que le fait qu'Alexis ait fait ses crimes, que toutes les balles aient touché les corps, qu'il n'y ait pas de balles perdues alors qu'il était vraiment jeune, ça peut paraître bizarre. Tout comme le fait que ce soit la mafia qui soit venue et qui ait tué ces 6 personnes en épargnant Alexis et sa sœur, ça semble également un peu tiré par les cheveux. Sauf que là, les proches d'Alexis pensent qu'il sera acquitté, ils sont sûrs du fait que les jurés décideront de son acquittement. Le verdict est que Alexis est reconnu coupable des 6 assassinats et il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire que les juges ont été à moitié convaincus. Ça semble incompréhensible que ça soit de la part de la défense, c'est-à-dire donc les avocats d'Alexis, ou que ça soit de l'accusation, c'est-à-dire ceux qui défendent les 6 victimes. Parce que si Alexis est reconnu coupable, il mérite bien plus de 8 ans pour 6 meurtres. 8 ans, ça paraît vraiment peu. Mais si les jurés le pensent innocent, alors 8 ans c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui est innocent. C'est pour ça que ça semble bizarre que Alexis soit si peu condamné, comme si les juges n'étaient pas tout à fait certains de sa culpabilité, mais comme s'ils n'étaient pas certains qu'il soit innocent non plus. Donc ça semble assez bizarre. Quand Alexis apprend sa sentence, il reste neutre, il n'a pas d'émotion, il accepte sa peine et retourne en prison. Vu qu'il avait déjà fait 3 ans en attendant d'être jugé, il n'a refait par la suite que 2 ans. Il est libéré en juillet 2000 à 22 ans et il a obtenu le droit de rester en France car la justice française a dit que s'il retournait en Russie, ça serait dangereux pour lui. Ce qui peut également sembler bizarre. Pourquoi est-ce que ça serait dangereux pour lui de retourner en Russie si il est coupable? Ça veut dire que cette histoire de mafia est fausse. Encore une fois, il y a beaucoup de bizarreries derrière toute cette histoire. Nathalie, donc la petite sœur d'Alexis, a hérité
donc des affaires de son père suite à sa mort, mais en réalité elle a hérité d'une toute petite partie parce que l'argent placé sur des comptes à l'étranger se sont tous volatilisés. C'est pour ça donc on peut se demander s'il y avait réellement une histoire de mafia derrière tout cela, ou si Alexis a inventé ça de toutes pièces pour tout simplement se dédouaner, puis pour éviter d'aller en prison. Alors, je vous laisse faire votre propre avis. Si vous voulez entendre mon avis personnel, je pense que pour moi, Alexis était coupable, surtout qu'on a entendu la prostituée vers laquelle Alexis a été, et apparemment, il lui a posé des questions en lui demandant combien est-ce qu'il risquerait pour un meurtre. Il lui a posé des questions un peu ambiguës pour ça. Surtout que sous pression, paniqué, il a avoué dès le premier soir, et ensuite, quand il a vu sa mère, peut-être qu'elle lui a soufflé l'idée. Il a dit finalement que c'était pas vrai, que c'était la mafia. Il a utilisé le fait que les gens avaient peur de la mafia russe à cette époque, parce que la chute de l'URSS était encore toute fraîche, vu qu'elle s'est faite au tout début des années 90 et qu'on était qu'en 95 à l'époque. Du coup, je pense honnêtement qu'Alexis était coupable, mais qu'il a essayé de monter toute cette histoire de mafia russe. Ce qui me semble bizarre, c'est que la mafia ait épargné lui et sa petite sœur Nathalie, alors que je pense que s'il y aurait vraiment une histoire de règlement de compte, lui et sa petite sœur seraient morts, tout simplement. Mais n'hésitez pas à me dire si pour vous Alexis est innocent, n'hésitez pas à rajouter des informations si j'en ai oublié. C'est vrai que je ne vous ai pas donné absolument toutes les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer. On se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo, abonnez-vous, salut!